Europe 1. On a le plaisir d'accueillir Ève Auman. Bonsoir Ève. Bonsoir, Laurent. Vous êtes la cousine de Chen, une otage du Hamas qui vient d'être libérée avec ses 3 enfants. On vous a reçu la semaine dernière. Vous étiez dans la plus grande inquiétude, évidemment. Aujourd'hui, ils ont été libérés. Vous allez nous raconter un peu les premières impressions, ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas, parce qu'ils doivent être largement traumatisés. Avant ça, je vous propose qu'on parte tout de suite pour Tel Aviv, rejoindre notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Bonsoir Thibaut. À nouveau, on vous retrouve. Une marche a démarré des familles d'otages dans le centre de Tel Aviv pour demander qu'on prolonge la trêve qui permet cette libération d'otages. Effectivement, Laurence, une marche symbolique composée de 40 personnes environ qui vient de quitter la place des otages où se rassemblent depuis plusieurs jours les familles mais également les soutiens. Cette marche elle est symbolique parce qu'elle est composée uniquement de familles qui sont proches des otages qui sont encore dans la bande de Gaza. Ils vont faire une marche d'une centaine de mètres pour se rendre sous les fenêtres de la Kiria. La Kiria, c'est le quartier général de l'armée israélienne pour mettre une pression physique sur le gouvernement pour prolonger cette trêve. Vous le voyez donc, il n'y a pas forcément que la diplomatie internationale qui s'emploie à prolonger cette trêve. Il y a effectivement, et on peut le comprendre, les familles des otages qui sont encore retenus dans la bande de Gaza. La deuxième information à retenir, c'est que ce soir, une nouvelle salve de libération est attendue. On attend la confirmation de la Croix-Rouge qu'ils ont bien pris en charge les otages qui vont être libérés par le Hamas. Cette opération, elle se fait à l'intérieur de la bande de Gaza. La Croix-Rouge ramène ses otages en Égypte, notamment par la ville de Rafah. Ensuite, c'est l'armée israélienne qui prend en charge ces otages. Tout cela prend évidemment beaucoup de temps. Nous devrions avoir plus d'informations dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau pour ces informations précieuses. Ève Auman, je le disais, vous avez la chance que votre cousine et ses 3 enfants aient été libérés, mais vous avez perdu des proches aussi dans les attaques du 7 octobre. Est-ce que vous avez des nouvelles d'abord de cette maman et de ses 3 enfants? Oui, alors pas directement, je les laisse souffler. Je sais qu'ils sont très entourés par leur famille, par des proches. En revanche, j'ai plusieurs fois par jour au téléphone ma cousine qui est la belle-sœur de la tante des petits. Ils ont quel et âge les grands-parents. petits d'ailleurs, Ève? 9, 11 et 17 ans. 9 ans, 17, d'accord. Voilà, donc eux, je les ai régulièrement. Ils me disent que ils sont en plutôt bonne forme physique. Ils sont en train de faire pas mal de tests pour vérifier que tout va bien. Et ils parlent, ils racontent ou pas du tout? Très peu. Très peu. Très peu. Pour l'instant, voilà, tout est très contenu. Ils ont perdu leur père et leur sœur, ou leur mari et leur fille. Voilà, ils ont passé 51 jours sous des tunnels. Ils sont sur un choc émotionnel qui est très fort. Et je sais que voilà, toute la famille va très doucement avec eux. Bien entendu. On imagine qu'ils peuvent être mutiques, ne pas vouloir mettre des mots. Ils ont aussi peut-être subi des pressions de leurs ravisseurs. Je rappelle que le petit Ethan, 12 ans, qui a été libéré, on l'a forcé à regarder, ces kidnappeurs l'ont forcé à regarder les films des massacres du 7 octobre, lui ont mis régulièrement une arme sur la tempe en lui disant qu'ils allaient le tuer, et l'ont frappé, et des civils palestiniens l'ont frappé. On imagine que tout ça provoque un traumatisme profond chez les enfants. Ève. Oui, je ne sais pas pour ma famille, donc je ne veux pas projeter ce que le petit Ethan a vécu sur eux. Je souhaite de tout cœur que ça ne soit pas le cas. Je pense qu'il y a aussi un sujet pour le Hamas de libérer ceux qui sont les mieux portants pour montrer pour avoir un rôle plus positif que celui qu'ils pourraient avoir. J'ai cette chance que les miens aient fait partie des premiers libérés, c'est-à-dire peut-être de ceux qui ont été les mieux traités. Mais encore une fois, je n'ai aucune idée. Ils n'ont pas parlé, ils sont très traumatisés, Mais ils sont pris en charge, évidemment. Mais ils sont pris en charge et ils ne sont pas en danger physique grave. Bien sûr. Louis de Ragnel, on pense évidemment à la suite, à cette trêve. Sera-t-elle prolongée ou pas? Permettra-t-elle d'autres libérations ce soir ou pas? Tout ça est un équilibre fragile, évidemment. Un équilibre fragile et puis un vrai sujet aussi politique en Israël, puisqu'il y avait un équilibre jusque-là qui réussissait à bien fonctionner, c'est-à-dire le double objectif, premièrement, essayer d'obtenir le plus possible la libération d'otages,
tout en essayant de poursuivre également l'opération terrestre, donc pour essayer de neutraliser le plus de cibles du Hamas. Mais on voit bien aussi qu'avec le Hamas qui se montre entre guillemets ouvert à prolonger la durée des trêves, ça met aussi l'armée israélienne et tous les stratèges militaires dans une difficulté, puisque quand vous planifiez des opérations, au début des négociations d'ailleurs, il y avait un sujet d'achoppement qui était très important. C'était le Hamas demandait 5 jours de trêve, et pour l'armée israélienne, c'était inconcevable d'offrir 5 jours de trêve. Pour eux, c'était 4 grand maximum, parce qu'ils considéraient que 4, c'était déjà énorme comme temps. Mais la pression des familles est très importante, et c'est normal. Et du coup, c'est une forme de en même temps, ça me gêne un peu d'employer ce mot-là dans ces circonstances-là, mais en même temps, c'est-à-dire qu'il faut essayer le plus possible quand même d'essayer de neutraliser, ce sont des terroristes, et donc c'est une opération de défense d'Israël et qui est indispensable pour la survie, la sécurité du pays, et je mets complètement de côté les questions de politique interne, et de l'autre côté, évidemment, un impératif qui est d'aller chercher le plus d'otages possible. Et je termine simplement d'un mot par un sujet qui, pour le moment, n'est pas encore évoqué, c'est les négociations autour de la libération des soldats israéliens. Pour l'instant, on parle de civils, c'est très important, mais il y aura, et je pense que ça va être un vrai moment de vérité et de clarification à la fois avec les pays qui soutiennent Israël jusqu'à aujourd'hui et qui essayent aussi de guider un peu l'action d'Israël, je pense aux États-Unis. Une fois qu'un grand nombre de civils seront libérés, que sera la position des États-Unis quant à la stratégie israélienne pour libérer les soldats israéliens? Ce sera une grande question. Ève, j'imagine que vous souhaitez que cette trêve se poursuive, comme toutes les familles, vous, d'anciens otages, mais tous ceux qui sont encore détenus. Honnêtement, c'est un sujet très compliqué parce que je comprends toutes les implications et je me sens pas très légitime pour donner un avis sur ce sujet. Et effectivement, voilà, on a une organisation terroriste en face. Moi, on me dit que depuis que je suis petite qu'on négocie pas avec des terroristes. En même temps, il y a des vies derrière. Voilà, maintenant que les miens sont libérés, je vais pas retourner ma veste, si j'ose dire, et dire voilà, je l'ai dit, je pense avec vous la semaine dernière, jusqu'au dernier libéré. Et on continuera le combat. Et même les soldats dont vous parlez, il y en a qui étaient en exercice, mais il y en a aussi qui étaient dans leur base militaire, en pyjama, en train de dormir. Voilà, ça reste des soldats dans leur statut, mais toute la société israélienne est soldat entre 19 et 22 ans. Donc, ça fait... Bon, je suis assez discrète sur ce... Voilà. On va écouter juste Benjamin Netanyahou qui vient de s'exprimer justement au sujet des otages. Écoutez-le. À ce jour, nous avons libéré 74 otages, dont 50 femmes et enfants, conformément au plan initial. Nous sommes déterminés à mener à bien ce plan et à obtenir la libération de tous nos otages. Tous, sans exception. Nous sommes déterminés à mener à bien ces missions. Libérer tous les otages, éliminer cette organisation terroriste en surface et sous terre, et bien sûr que Gaza ne redevienne pas ce qu'elle était, qu'elle ne constitue plus une menace pour l'État d'Israël. Voilà une équation compliquée pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Jean-Sébastien Ferjou. Bien sûr, c'est une équation qui est double, peut-être même triple. Elle est politique au sens de trouver une solution politique à ce conflit-là, ce qui paraît très difficile à court terme parce qu'Israël ne renoncera jamais à obtenir des garanties de sécurité. Et en l'état, le Hamas détient toujours le contrôle à Gaza. C'est là où on voit malgré tout que les capitales arabes, certaines capitales arabes sont en train d'évoluer en acceptant peut-être l'idée d'une forme de tutelle pour aider l'autorité palestinienne à reprendre le contrôle de Gaza. Une dimension politique intérieure puisque Benjamin Netanyahou est quand même de plus en plus exposé malgré tout à des critiques en Israël sur sa stratégie, et une autre dimension qui, elle, est internationale et de résister à la pression morale, en quelque sorte, internationale. Faut-il recommencer le même niveau d'engagement militaire avec le même niveau de bombardement? On sait malgré tout que ces bombardements, par leur intensité, sont quasi sans précédent dans l'histoire. Donc si ça a permis à Israël d'obtenir et d'avancer suffisamment dans son objectif de détruire le Hamas, de toute façon, c'est un objectif parfaitement légitime, mais on voit bien que, et les États-Unis notamment, font pression sur les Israéliens, ça ne sera pas tenable à très long terme. Bien sûr. Ève, un dernier mot. On pense évidemment à la reconstruction qui est en marche pour votre famille. Il y a ceux qui ont disparu. Et il va falloir vivre avec, il va falloir transformer cette épreuve, cette nouvelle épreuve, en force pour aller de l'avant. Ça va être très long et très compliqué. Effectivement, la famille n'est pas complète, donc ça c'est indélébile.
Et puis de façon matérielle et concrète, là, ils sont encore à l'hôpital. Ils ne savent même pas où ils vont aller quand ils vont sortir. Leur maison est à brûler. Toute la population du sud d'Israël a été déplacée au nord, puisque ce sont des zones d'abord qui ont été extrêmement touchées par les attaques, et puis aujourd'hui des zones trop proches des combats. Donc voilà, ils vont certainement devoir, je sais pas, aller à l'hôtel ou dans de la famille. Et puis la guerre va certainement être longue. Donc effectivement, il y a une reconstruction, pardon, psychologique, émotionnelle et même matérielle. Et puis il y a tous ces otages qui restent et qui sont aussi, je le sais, pour eux un vrai... Et je sais que vous vous battrez jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit libéré. Merci beaucoup d'être venu nous apporter votre témoignage ce soir. Ève, merci Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou.